Bonjour Virginie, Et bonjour Simon. merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Et demain. Donc le petit rappel de ce qu'est Et demain, on interviewe des hommes et des femmes qui sont engagés dans un domaine et qui vont nous partager leur domaine d'expertise, leurs convictions, leurs histoires et, d'où le nom, leur vision de ce que sera demain le domaine dans lequel ils exercent. Avant de parler de ce qui t'anime, de tes convictions, eh ben, on aimerait savoir qui tu es. Donc je vais te laisser te présenter. Mais donc, je m'appelle Virginie, je suis l'heureuse épouse et maman de deux petits bonhommes. Et j'ai fondé récemment donc, une structure qui s'appelle Happy Day Consulting, qui accompagne les entreprises sur la stratégie globale à 360. Et aussi une association plutôt basée RSE, suite à un constat de par mon expérience professionnelle. Euh, je pense qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais l'association Human, en fait, qui est un anagramme pour Union, pour la mutualisation d'actions en faveur de la nature et de l'environnement, qui a un peu tout dans le nom aussi. Bon, il y a des mots qui sonnent déjà, nature, environnement, donc on voit un petit peu de quoi on parlera ensemble et ça tombe bien parce que je pense qu'on a plein de questions Aussi. sur le sujet. Ça, c'est une présentation assez succincte. Ce qui nous intéresserait, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, dans ton parcours de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te présentes devant nous avec cette structure professionnelle, mais aussi cette volonté de créer une association pour avoir, je suppose, un impact positif sur la nature, l'environnement et peut-être d'autres choses. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Qui pourra peut-être intéresser certains étudiants qui sont en recherche de voies, justement. Comme quoi, il n'y a pas de voie prédéfinie et on se les crée, un peu les opportunités aussi. Mais donc j'ai un parcours 100% toulousain, j'ai fait TBS. Après, j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan. À la base, je me destinais, je voulais commercialiser du vin en Asie, sur le marché asiatique, parce que c'est un produit qui me plaisait. Et le marché asiatique, j'ai fait 50 chinois, donc enfin de mandarin. Donc je voulais appliquer un peu ce que j'avais appris. Sauf que en sortant de mes études, en master, on est venu me chercher pour travailler chez un producteur de plants maraîchers. Et je me suis retrouvée à un poste de direction associée, en fait, rapidement, où j'ai participé donc au choix stratégique, à la restructuration d'entreprise. Enfin, c'était assez intéressant. Autant vous dire que j'étais pas très productive au début parce qu'on démarre, on sort d'école, donc on est multi-outils mais pas forcément expert. Mais j'ai beaucoup appris. Et surtout, je remercie ce dirigeant qui m'a laissé de l'amplitude pour pouvoir accélérer un peu mon parcours. À la suite de ça, j'ai rejoint l'entreprise familiale, l'entreprise de mes parents, qui était spécialisée dans le secteur de la radiofréquence, donc transmission de signal radio, pour des environnements plutôt industrie, spatiale et défense, et pour y développer en fait un département environnement. Donc le but c'était d'amener un peu ma contribution agro, parce que entre agro et environnement, le pont est étroit. Et donc le but c'était de faire le parallèle entre ces deux mondes et d'appliquer, en fait, de permettre aux scientifiques du monde entier de disposer des hautes technologies issues du spatial, de l'industrie et de la défense, pour notamment suivre des oiseaux et suivre la migration des oiseaux, donc mieux en apprendre sur les espèces. Donc voilà, c'est une filière qui a été créée. Aujourd'hui, ça fait quasiment bientôt 10 ans qu'elle a été créée. Et on travaille majoritairement à 95% à l'étranger. La filière dont tu parles, c'est celle que tu as développée en ayant rejoint l'entreprise familiale et qui aujourd'hui, peut-être que je me trompe dans la vulgarisation, fait du tracking d'espèces, plutôt des oiseaux, c'est ça? Ouais. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme intérêt, comme impact voilà, pourquoi faire du tracking des oiseaux? Alors le tracking d'oiseaux, en fait, enfin d'oiseaux ou d'animaux, hein, parce qu'on traque aussi bien les oiseaux, donc tout ce qui va être avifaune et mammifères terrestres. On va pas faire tout ce qui va être notamment la faune marine, en fait ça on ne travaille pas dessus. Il y a d'autres acteurs sur ce marché, mais après on n'est pas beaucoup, hein. On se compte sur les doigts d'une main, on est très peu dans le monde à faire ça. Mais le but c'est de, en fait, protéger les espèces, c'est bien, mais pour pouvoir les protéger, il faut les connaître. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette sur la connaissance des espèces. Et le pire, c'est la connaissance des espèces qui sont les plus communes et celles que l'on voit tous les jours. Notamment les rats. Parce que les rats, en plus, c'est une espèce qui n'est pas forcément aimée.
mais derrière, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose de son écologie. Les éradiquer, oui, mais est-ce qu'au final, le rat n'a pas un impact sur nos vies, peut-être qui contribue au sein de sa chaîne alimentaire à nous protéger. Donc il y a aussi cette notion de One Health en fait qui est beaucoup travaillée au sein du Muséum national. Voilà, c'est des sujets. Enfin, là j'ai pris l'exemple du rat, mais il y en a des multiples parce qu'au final on a travaillé sur différentes espèces. Mais le rat c'est parlant parce que nous en France, en tout cas, on l'a. Il est très présent et on le connaît peu. Alors on connaît pas mal les Big Five. Les Big Alors, Five. Big Five, je vois dans le monde du conseil aux entreprises, je vois ce genre de choses. Mais Les dans les animaux. rhinocéros, enfin toutes les espèces, les 5 espèces emblématiques en fait africaines Ok. qu'on connaît. En fait, c'est même le rhinocéros, on le connaît très bien. Voilà, le lion aussi. Enfin, c'est des espèces qu'on connaît plutôt bien, sur lesquelles il y a eu de gros engagements, de gros financements dessus, parce que c'est des espèces un peu emblématiques. Mais au final, les espèces qui sont soit mal aimées, soit considérées comme communes, au final, il n'y a pas eu de gros efforts faits parce que, de par les scientifiques, c'est compliqué d'avoir des financements, c'est pas forcément des priorités, alors que des fois, elles ont un rôle dans l'écosystème qui est important. Donc il y a des enjeux de connaissance de la biodiversité qui sont quand même importants. Tu as posé une question en disant est-ce que du coup le rat nous protège? Là, on sort des questions prévues, mais Ouais. bon, j'ai envie d'avoir la réponse. On l'a pas encore. Ok. On Comment on l'a fait pas pour avoir encore. ce genre de réponse? Il y a eu un colloque, on a participé à une première mondiale, donc il y a plusieurs villes qui travaillent dessus, dont la ville de Paris. Le but, c'est d'en savoir un petit peu plus sur l'espèce, l'écologie de l'espèce, sa façon de vivre, et aussi d'un point de vue génétique, en fait. Comment se passent les brassages génétiques de l'espèce pour savoir comment ils vivent. Est-ce que c'est des colonies? Est-ce qu'ils dispersent beaucoup? C'est-à-dire, est-ce que l'espèce va aller du moment où il y a une naissance? Est-ce qu'elle va rester dans la colonie? Est-ce qu'elle va être dispersée ailleurs? À quelle distance? Pour identifier, en fait, ces zones, ces poules à la fois génétiques et à la fois mieux connaître l'espèce. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le rat, notamment avec l'Institut Pasteur qui travaille beaucoup sur les zoonoses, on en a parlé pendant le Covid, donc transfert de maladies comme la leptospirose, il y a l'Yersinia aussi, enfin il y a plein d'autres, il y a plein de maladies aujourd'hui que l'on retrouve et sur lesquelles on peut être sujet facilement, auxquelles on peut être sujet facilement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse en fait. Ils ont, ils ont ils ne sont pas arrêtés à une conclusion ferme par rapport au rat. Qui est à l'initiative de cette demande-là? On prend l'exemple du rat, mais après ça peut être aussi décliné sur la structure familiale. Qui c'est qui vous mandate? Est-ce qu'il y a un donneur d'ordre? Est-ce que c'est vous qui engagez vos recherches par rapport à une curiosité sur certaines espèces? Qui finance Alors, en tous général, ces travaux? ça passe soit ces discussions, donc rencontres de scientifiques. Donc là, dans le cadre d'un projet où il y a un développement assez important, on va travailler avec eux sur le développement d'une solution technologique pour répondre à un suivi d'espèce. Mais en général, c'est le scientifique qui porte en fait le sujet de l'espèce, du choix de l'espèce et du choix de la finalité de l'étude. Après, les porteurs, ça va être à la fois des institutionnels, des gouvernements, des fois, travailler pour des gouvernements. Après, ça va être des ONG, fédérations de chasse. On travaille beaucoup avec les fédérations de chasse, qui ont des pôles cinégétiques. On sait quel est l'objectif de la fédération de chasse à traquer. Je suppose que c'est pas pour rendre plus simple la chasse au quotidien pour les membres, enfin j'espère. Non, c'est pas du tout. Ça. Des fois, dans les fédérations de chasse, on en a qui chassent pas, qui chassent pas du tout. Et je connais nous en tout cas, les interlocuteurs avec qui on est en contact, mais ce sont des passionnés de la nature, mais des personnes qui vont rester à observer des animaux. Ils ont un amour de la nature et de l'environnement qui est intrinsèque en fait. Cette image du chasseur à la galinette cendrée, on l'a, elle existe. Je pense elle existe et dans certaines fédérations de chasse, elle ressort et elles sont connues. Mais après, je pense qu'avant tout, un chasseur comme un agriculteur, en fait, il est amoureux de la nature. Il y a un amour qui est... Ah oui, et puis tu as certainement une expérience aussi qui te permet d'amener ces propos aujourd'hui. Pour certains, tu ne peux pas aimer la nature si tu vas tuer des animaux.
Pour d'autres, forcément, si t'es chasseur, t'es un bourrin sanguinaire qui cherche à tuer un maximum. D'autres te diront que oui, bah, le chasseur, au moins, il tue ce qu'il mange, contrairement à certains qui vont entretenir des réseaux d'agro-industrie où là, c'est des centaines de milliers d'animaux qui sont torturés. Et puis nous, on va juste prendre notre paquet de jambon, et c'est au final bien pire que ce que pourrait faire un chasseur dans son quotidien. Bon, c'est un débat qui restera éternel parce qu'on a tous des histoires différentes. Mais dans le cadre de la fédération de chasse, ils vous sollicitent, ils font un contrôle des populations, ils vérifient que tout Contrôle des évolue. populations, vérification, et en général, quand ils suivent des populations, il y a une protection sur l'espèce. D'accord. Donc, c'est-à-dire que toute la communauté de chasseurs sait qu'il y a un suivi qui est organisé, donc en général, il n'y a pas de chasse sur l'espèce, où les quotas sont réduits, où il y a une attention particulière. Voilà. Après, ils font beaucoup de régulations, par exemple sur le sanglier. Il faut savoir que les fédérations de chasse, quand même, remboursent tous les dégâts gibiers. Ça coûte des milliards d'euros. Des dégâts gibiers auprès des agriculteurs, c'est-à-dire qu'un agriculteur sur sa parcelle, il va planter, il va semer, il va planter, voilà. Et là, il va y avoir des gibiers type sanglier qui va venir, qui va abîmer toute cette parcelle. Donc, c'est une perte de rentabilité. Cette perte, elle est calculée et c'est les fédérations de chasse en fait qui remboursent cette perte. Et qui finance la fédération de chasse? Les chasseurs. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'aide de l'État ou une partie des impôts? Sûrement, j'imagine, mais Ouais. ça, après, je suis pas dans leurs finances, donc je ne Ok. pourrais pas le dire exactement. Mais c'est des sommes astronomiques qui sont. J'ai dit milliards, mais j'ai pas les montants exacts, mais c'est des sommes astronomiques qui sont versées chaque année pour rembourser, et ça souvent c'est méconnu. À côté de ça, ça m'a beaucoup fait rire hier, parce que c'est vrai que je pense que la RSE, la biodiversité, enfin si on en vient à ce sujet, je pense que ce qui est important, c'est de trouver un juste équilibre en fait, parce que on a tous besoin de se nourrir en fait, et puis en tant qu'humain, faut pas oublier qu'on est Homo sapiens, qu'on est espèce parmi les vivants, et donc on fait partie de cette chaîne alimentaire. Et on a besoin de ça. Donc, être trop dans l'excès en disant mais ça c'est mal, c'est pas bien, il faut tuer, faut éradiquer, faut pas manger de la viande, faut pas. Je pense que c'est juste un doux équilibre. Après, c'est que mon avis, mais il faut trouver l'équilibre justement entre préservation et vie, voilà, pour que tout le monde puisse cohabiter, qu'on puisse cohabiter ensemble. Quand on parle de corridors écologiques, les corridors écologiques, c'est pas arrêter l'urbanisation, c'est urbaniser de manière intelligente en pensant. C'est quoi un corridor écologique pour ceux qui ne connaissent pas? Les corridors écologiques, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement la trame verte et bleue, trame noire. C'est-à-dire que demain, par exemple, quand vous construisez un bâtiment ou quand on pense en fait à l'échelle d'une ville ou d'une commune, on va réfléchir à telle espèce, potentiellement elle traverse des haies. Donc là, je vais construire une route, je vais faire un passage piéton ou un passage cycliste. Ça va la gêner dans son passage, dans sa migration. En fait, même si c'est une migration sédentaire, ça reste de la migration. Ça va la gêner. Donc je vais mettre en place des haies, une parcelle particulière, un pont, enfin voilà. Donc il y a plein d'outils en fait qui existent, et souvent on le voit, les passages à faune sur l'autoroute, voilà. Mais ça fait partie en fait du bon sens pour protéger la biodiversité, mais pour ça il faut la connaître avant déjà, donc savoir qu'est-ce qu'elle aime, dans quel habitat elle vit. On en revient à l'idée de base, pour protéger les espèces, il faut les connaître. C'est ça. Petite précision, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais tu parlais justement du coup de ces corridors écologiques, du fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit quelque chose, on oublie totalement, pour la plupart des gens, que peut-être c'est déjà un espace occupé par du vivant, peut-être c'est un espace justement où des espèces passent pour aller d'un point à un autre. Et on a souvent tendance à oublier que la chute de la biodiversité, elle est principalement due, pas au réchauffement climatique, mais à la diminution des espaces de vie, parce qu'on vient progressivement prendre de plus en plus de territoire. Et ce que tu me dis m'y fait penser, et je trouvais ça intéressant de le partager. J'ai un sujet de curiosité. On parle des rats tout à l'heure. Pas pour rester sur les rats, même si c'est vrai que... Ça t'a marqué. En fait, c'est vrai que tu as raison. On a, je crois, une sorte d'émerveillement devant des espèces magnifiques. On parle souvent des koalas en Australie, les kangourous, etc. Quand il y a eu des incendies, en fait, toutes les espèces sont ramassées. Et on a une sorte de
d'affect plus prononcé pour certaines espèces que pour d'autres, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir forcément plus d'affect que d'autres, si ce n'est peut-être aussi quand on est gamin, on nous parle du roi lion, des peluches, etc. Bref, je trouve ça super intéressant de se dire, en fait, il faut regarder l'ensemble des espèces, parce qu'on est dépendant de l'ensemble des espèces. On est peut-être plus dépendant du rat, en tout cas nous, que du lion. Ça peut-être, un jour peut-être qu'on aura une étude là-dessus. Mais concrètement, on te sollicite. Donc il y a un groupement scientifique, un État, bref, une organisation qui te sollicite pour travailler sur le sujet des rats. Alors, il y a un scientifique qui dit, moi, je veux prouver que le rat a tel ou tel impact sur l'humain et est nécessaire dans tel ou tel cas. Il vous contacte, vous êtes référencé, peut-être qu'il y a un annuaire spécial où on sait parce que vous êtes très très peu étudié à le faire. Comment tu équipes les rats? Alors, ça, c'est à la charge du scientifique en fonction de l'espèce, en fait, d'équiper, de choisir le type d'équipement. Après, il faut savoir que nous, il faut qu'on respecte et qu'on propose aux scientifiques un poids, un pourcentage de poids par rapport à la balise, en fait, un pourcentage de poids de l'animal. Donc, c'est-à-dire que la balise ne doit pas être plus de 3 ou 5% en fonction de l'espèce du poids de l'animal. Elle ne doit pas représenter 3 ou 5% en plus, en fait, que le poids de l'animal. Donc il y a forcément des animaux que tu ne pourras pas suivre. Aujourd'hui, on est limité. Il y a des espèces de toute petite taille, même si on arrive, on est sur des balises aujourd'hui qui vont faire 0,25 grammes. Mais c'est quoi En fait, 1 gramme, c'est une goutte d'eau. Donc ça veut dire que 0,25 grammes, c'est plus léger qu'une goutte d'eau. Et à l'intérieur. C'est quoi l'outil c'est un truc que tu colles sur la peau, c'est un petit bracelet. Ils vont les coller. En fait, il y a plusieurs techniques d'attachement. On va soit les coller, soit mettre des baudriers. Donc on leur met comme une sorte de culotte. En fait. Okay. Enfin, c'est un harnais, mais ça se met en culotte comme un baudrier en fait, d'escalade, avec la balise qui revient sur le dos. Après, on a les harnais en backpack, ce qu'on appelle le backpack, ça va être plutôt en sac à dos, en fait. On va avoir le collier, on va avoir cousu pour certaines espèces. On peut avoir des implants internes aussi. On a eu fait une fois un implant interne pour un test, mais sinon on ne le fait pas. Pour le côté invasif oui, moi ça me gêne un peu, ouais. Mais après ça me concerne. Mais on l'a vu fait après sur certaines espèces, il vaut mieux le faire interne parce que externe ça les gênerait trop. Donc voilà. Mais après, ce qui me gêne, c'est plus le côté anesthésie, invasif par rapport à l'espèce. Mais là, ce qui fait 0,25 grammes, ça donne quoi? Ça donne une position, ça donne un rythme cardiaque, ça donne une température? Non, ça fait des bips en fait. Donc la balise fait des bips. Et derrière, avec un récepteur, un système de réception, en fait, on va récupérer ces bips. Et donc, ça nous permet de localiser l'individu. Ok, donc là, on est vraiment sur du tracking de... Tiens, tracking il a fait ça. Ouais. Mais est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour aller plus loin sur des signes vitaux, sur des comportements? Aujourd'hui, on le fait. C'est-à-dire et on arrive même à remonter la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'avec on a des études, parce qu'on a des capteurs à l'intérieur, notamment un capteur d'accélérométrie, qui est sur 3 axes, donc X, Y, Z, pour ceux qui ont fait des maths. Et donc en fait, sur ces axes, on va identifier l'accélération, et en fonction de l'accélération et de la typologie en fait, d'axes, le scientifique peut remonter à savoir comment la prédation est faite. Et donc si c'est prédaté par une espèce aviaire, enfin avifaune, ou si c'est prédaté par un mammifère terrestre. Et on peut avoir aussi le comportement animal. C'est-à-dire, on a même des scientifiques qui arrivent à déterminer en fonction, sur des espèces en fait, de mammifères terrestres, qui arrivent à savoir quand ils nichent, quand ils se reproduisent, quand ils font pipi, quand ils se nourrissent, en fonction de ces accélérations, justement. Ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est de l'analyse comportementale animale, voilà. Et toi, là, donc, tu viens donner le matériel aux scientifiques, tu viens le former sur l'utilisation du matériel, tu le récupères après, le matériel, c'est une caution, je sais pas, je découvre cet univers. Non, on le récupère pas après, parce que souvent les espèces, en fait, elles sont pas recapturables. Donc la balise va tomber, et puis il la récupérera après, le scientifique pourra la récupérer après. Nous, on a mis en place des systèmes pour pouvoir la récupérer plus tard. Mais après, non, on fait de la location quand il y a besoin, mais en général, c'est des espèces, c'est des suivis sur le long cours, donc on ne peut pas faire de location, c'est compliqué.
Très bien. Et puis derrière, tout ce qui est exploitation des données, c'est directement aux scientifiques. Vous n'avez pas un regard sur comment sont utilisées les balises ou quoi que ce soit. Non, mais on a quand même beaucoup de scientifiques qui jouent le jeu et qui nous envoient les données. Donc Mais on les fait partager, enfin on les partage. Là, ce dont je vous ai parlé, c'est des données qui sont ouvertes en fait. L'ERA, il y a eu un colloque scientifique il y a quelques mois de ça à Paris, avec la communauté internationale justement. Donc il y avait la ville de Vancouver qui était représentée. De mémoire, il y avait, je crois que c'était Helsinki aussi qui était représentée. Enfin, il y avait certaines villes à la fois en Europe et sur le continent américain qui étaient là. France aussi, pas mal de scientifiques français qui travaillent sur ces sujets et laboratoires. Donc c'est des données qui sont ouvertes. Vous pouvez, c'est le projet Armageddon, ça s'appelle. Donc vous pouvez. c'est original comme nom. Voilà, c'est des choses, vous pouvez y accéder. Après pour le reste, les données, on les garde pour nous et puis on communique dessus quand ça sort du domaine public. Jamais été sollicité par un groupe qui voudrait utiliser ça pour des humains ou pour autre chose que de la biodiversité, des trucs pas forcément nets ou... Si, on nous avait sollicité à l'époque du Covid justement pour les interactions humaines. Ok. Pour, en fonction des interactions humaines, en fait, évaluer le taux de propagation en fait, d'une maladie. Voilà. Bon, c'était un projet, au final ça n'a pas abouti, mais c'est cette fois où on nous a proposé ça pour l'humain. Et là, avec la dimension géopolitique actuelle, la dynamique géopolitique actuelle, les zones de conflit qu'on peut avoir, parce qu'on parle beaucoup de finances, de l'armement, de la défense en ce moment. Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes sollicité? On a été contacté par des pays, pour faire du tracking de soldats. Voilà. On a équipé de l'armement du spatial. Mais après, c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas. Enfin, armement, quand je dis armement, c'est plus militaire, c'est des drones, voilà. Après, aujourd'hui, c'est pas la raison d'être non plus de cette partie-là. Donc, et c'est pas non plus adapté pour ces solutions-là, parce que c'est très adapté écologie, biodiversité, tout ce qui est design produit est adapté aux espèces aviphones. Donc pour un humain, en fait, ça nous fait du développement en plus. La solution n'est pas 100% adaptée pour ça. Ok, super. Bon, on a digressé un petit peu vers des questions, mais en tout cas, merci d'y avoir répondu. J'ai appris pas mal de choses là, sur le sujet. Là, ce que tu nous partages, c'est le quotidien de l'entreprise familiale. Ouais. C'est pas du tout Happy Day Consulting. Non. C'est une autre structure. Ouais. Et donc, tu es toujours dans cette société aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en externe. Ouais. Je travaille toujours pour cette société, mais en externe. En externe, ça veut dire que tu es En prestataire extérieur. Voilà, c'est ça. Donc, tu interviens sur certaines missions, mais tu n'es pas lié par un contrat de travail. Non. C'est ça. Et toi, tu as fondé Happy Day Consulting. C'est ça. Et là, si tu peux nous en dire quelques mots. Et là, le but d'Happy Day Consulting, en fait, c'est de continuer un peu, apporter à des dirigeants d'entreprise cette culture un peu transverse du milieu de l'entreprise que j'ai, avec un regard extérieur. Ce dirigeant d'entreprise a la tête dans le guidon. Il est souvent centré, et c'est vrai que quand j'arrive en entreprise, il y a des choses des fois qui peuvent me surprendre dans la manière de faire et qui pour le dirigeant sont normales parce qu'il a l'habitude, parce qu'il est focalisé dessus, parce que voilà, des marchés sur lesquels il va alors que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressants. Enfin, donc le but c'est de l'accompagner en fait sur ce niveau-là. Donc j'ai accompagné une boîte dans la digital sur la partie plutôt stratégie commerciale. Donc là on a fait la refonte totalement de la partie commerciale. Et après, sur de l'étude de marché avec de l'implantation internationale. Donc, c'est-à-dire des boîtes qui ont plutôt envie d'aller à l'international avec le côté culturel, parce qu'au final, j'y ai été confrontée indirectement avec la partie tracking, parce qu'on travaillait à 95% à l'international. Je croyais que tu allais nous parler de l'Asie et du vin aussi. Non, non, au final, non. Hier, j'ai ressorti un peu le pied, mais après, sinon, non, je pratique plus le chinois. C'est l'anglais, okay. la langue des affaires. Donc voilà. Et à côté de ça, un peu après, tu crées Human. Ouais. C'est ça. Alors, avant de parler un peu plus de Human,
on est d'accord que Human, tu le crées avec une volonté aussi d'avoir un impact positif. Euh, Très certainement, tu nous expliqueras aussi ce qui t'a amené à ça, mais à quel moment dans ton parcours est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, un truc que tu as lu, un truc qui s'est produit devant toi, tu as eu un déclic de dire bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour la nature, pour l'environnement, parce que ça ne va absolument pas, et je vais m'emparer de ce sujet-là. Alors ça, c'est des sujets que j'ai toujours eu envie en fait, hein. J'ai toujours eu envie de m'emparer en entreprise du sujet environnement. Et d'autres, hein, parmi d'autres, hein, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur et notamment faire le lien. C'est-à-dire, j'ai une décision, quel est l'impact sur l'extérieur, sur l'économie, enfin mon écosystème externe en fait. Pas que interne, c'est externe. Parce que je pense que c'est important, parce que si on veut s'inscrire dans la durabilité, ben, c'est important d'avoir une vision qui est élargie et, euh, et un peu moins micro que macro. Voilà. Donc ça, c'est important. Après les valeurs d'Apidae Consulting, c'est audace, créativité, transmission et curiosité. Et ça, c'est des valeurs qui me tiennent, ça fait partie de mon ADN propre en fait en tant que personne. Chez Apidae, je suis seule, hein. J'ai pas de salarié et je compte le rester parce que j'aime bien faire et je suis encore dans le faire. Peut-être que ça changera au fur et à mesure parce que le cycle de la vie fait qu'on change, on oriente ses besoins, les besoins sont différents. Mais aujourd'hui, je suis dans le faire et je veux vraiment accompagner et transmettre en fait ce que j'ai pu apprendre aux dirigeants. Et l'association Human reprend un peu ces valeurs. Elle reprend la valeur de l'audace, de l'action et de l'authenticité. Parce que je le disais tout à l'heure, le chef d'entreprise a la tête dans le guidon. Il a du mal à prendre du recul. Et il y a cette directive européenne qui est arrivée. Et pour les TPE-PME, les TPE-PME sont souvent très, très orientés business en fait. Le but, et ce qui est totalement concevable, hein, c'est-à-dire le but, ça va être de faire rentrer de l'argent pour pouvoir faire vivre mes collaborateurs, et ça, c'est la priorité numéro 1. Si je peux avoir... Tu parles de quelle directive européenne? La CSRD, la directive RSE en fait, en français. L'obligation... L'obligation aux entreprises en fait d'avoir une double, enfin en Europe en tout cas, d'intégrer une double matérialité, un principe de double matérialité avec. C'est bien parce que tu nous expliques des concepts qui sont pas connus par des concepts qui sont pas connus. On va avoir des gens qui vont avoir du mal à suivre. Désolée. Non mais on va déconstruire le truc. CSRD, c'est du moins l'obligation pour certaines entreprises de faire du reporting de ce qu'ils font de manière ce qu'on appelle extra-financier ou les actions sur la durabilité, c'est ça? Oui, c'est ça. Et l'impact que ça va avoir sur l'écosystème. Donc on demande aux entreprises de faire un audit aussi de la sous-traitance, de l'impact que sa sous-traitance a. Donc c'est vraiment très global en fait, très élargi. Et la double matérialité là-dedans, si tu peux nous la vulgariser. En fait, la matérialité simple, c'est l'entreprise va se consacrer sur l'impact au sein de son entreprise et l'impact financier. Sur la double... L'impact de quoi? L'impact qu'elle va avoir en général sur l'entreprise au global, c'est-à-dire les salariés, le fait de créer de l'emploi. Comment l'entreprise a un impact sur ses salariés, c'est ça? Oui, plutôt en interne en fait. Ok, très bien. La double matérialité, on va avoir cette notion justement, j'identifie maintenant l'impact que j'ai sur mon écosystème extérieur. Ok. Et je fais le lien, c'est-à-dire quel impact a cet écosystème extérieur sur mon impact intérieur et comment mon écosystème interne a un impact sur l'écosystème externe. En fait, donc double matérialité. Il y a un exemple, je sais pas si j'ai été claire. C'est beaucoup plus simple. Il y a un exemple, c'est celui de l'agriculture et de l'environnement. On explique qu'évidemment des conditions de sécheresse vont avoir un impact fort sur l'agriculture, parce que les terres vont être plus difficilement cultivables, et donc plus il y a un réchauffement, plus ça va être difficile de pouvoir avoir un développement agricole. Donc ça c'est là. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est l'impact de l'environnement sur mon activité. Ouais. Et en étant agriculteur, je peux avoir des pratiques qui vont accélérer le réchauffement climatique, comme l'utilisation de pesticides par exemple. Et donc moi, quel est dans mon activité l'impact sur l'environnement? C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est la double matérialité. Tu peux le mettre pour toutes les entreprises avec ce que tu qualifiais l'écosystème extérieur et l'écosystème intérieur. Moi, j'identifie comme ça, en fait. C'est ma compréhension de... Après, on retrouve dans la bibliographie différentes
parce que le principe de matérialité, ça vient du financier à la base et de la comptabilité. Donc c'est pas du tout, enfin, pas du tout lié c'est à pas la du tout réalité lié à physique. l'environnement à la base. Et Ah puis oui. même, enfin, c'est lié à Ça l'entrepreneuriat, rentre pas mais dans le pas tant bilan que ça. comptable, ça. Voilà. Oui. Euh, Moi, ma compréhension, en fait, c'est l'entreprise en tant que telle, en tant qu'acteur économique, avait un impact sur son écosystème en interne et potentiellement externe. Mais aujourd'hui, quel est l'impact de l'externe sur l'interne? Et c'est là où on se pose la question, parce que c'est un peu... je parlais d'équilibre en tout début. C'est important d'avoir un équilibre partout. En fait, il me semble important, du moins, d'avoir un équilibre partout. Et donc à la fois entreprendre, mais entreprendre durablement, c'est entreprendre avec des conséquences, mais des conséquences qui soient positives pour pouvoir favoriser cet entrepreneuriat aussi sur du long terme, et l'inscrire sur du long terme. Et ça, aujourd'hui en tout cas, les TPE-PME que j'ai accompagnés n'avaient pas forcément, et ceux avec qui je suis en contact, en fait, ce n'est pas dans leur priorité. Alors que c'est, je rappelle le début de la question, une directive européenne. Ouais, mais elles ne sont pas impactées aujourd'hui. Alors, pas impactées, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire pour elles de le faire? C'est ça, pas actuellement. Ce sera quand? Ça le sera plus tard. Alors, ils ont décalé la date. J'ai pas la date en tête Oui. exactement pour les TPE-PME. Je crois que c'est 2029 ou 2028. Mais aujourd'hui, elles sont pas. On en parle. Et dans le cadre de la fidélisation des collaborateurs, le fait de pouvoir attirer des profils pénuriques sur des postes pénuriques, ça peut aussi aider. C'est mine de rien, faire de la RSE, valoriser de la RSE, aujourd'hui, la jeune génération en est plus sensible. Donc ça peut être un argument. Mais hormis ça, en fait, elles ont du mal à voir à quoi ça leur sert. Hormis, typiquement, ce qu'on me dit, c'est ça va être cher, on n'a pas que ça à faire, ça prend du temps, ça nous rajoute de l'administratif, c'est des contraintes. En fait, ils voient ça plus comme une contrainte, alors qu'en fait, c'est juste les amener à s'inscrire dans de la robustesse et les amener dans un changement qui est global à l'échelle mondiale. Parce que le monde change, mais il faut que les entreprises s'y adaptent aussi. Et s'adaptent à la fois... parce que, principe de RSE, on parle beaucoup de biodiversité et d'environnement, mais RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et donc sociétal, dans le mot sociétal, il y a le social. Et donc le social, ça touche à l'humain, ça touche à la population, à l'écosystème global. Donc il y a aussi le bien-être des collaborateurs, l'équité en entreprise, enfin il y a tous ces sujets qui sont transverses aussi, qui s'inscrivent dedans. Donc c'est important, je pense, de parler RSE aujourd'hui, au-delà de la fidélisation et du recrutement. C'est important. Oui, parce que là, quand tu partages ces éléments liés à la RSE, on est encore dans une démarche de tiens, comment je vais pouvoir profiter de la RSE pour essayer de développer un impact qui soit positif ou négatif au niveau de ma structure, alors que fondamentalement, c'est beaucoup plus profond que ça. On repense la place de l'entreprise dans un contexte très inédit qui nécessite que l'entreprise ne soit plus que un simple acteur économique, mais comme tu l'as dit, un acteur aussi sociétal. Et là, toi, tu te retrouves face à des dirigeantes qui ont un pouvoir d'action, c'est évident, mais qui n'arrivent pas à le comprendre, en fait. Non. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on prend comme information, je veux dire, il faut quand même vraiment vivre dans une boîte pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe, comment on peut expliquer que tu te retrouves avec un dirigeant à qui tu vas dire, voilà, il faut que tu intègres ça dans ton entreprise, que c'est des choses qui vont nous permettre d'anticiper des risques, c'est des choses qui vont nous permettre d'avoir une action concrète sur ce qui se passe. Comment il peut te dire, trop de charges, ça coûte trop cher à l'administratif, ça m'emmerde et je ne veux pas le faire? Après, ça c'est l'humain. Je veux dire, quelqu'un qui va avoir cet aplomb-là, en général, je vais éviter de lui dire il faut que, parce que ça sera très mal perçu. Okay. Mais le but, c'est de l'amener petit à petit. Et effectivement, mettre en place de la RSE, ça passe par sensibiliser la direction, les gouvernances, les amener petit à petit à revoir leur statut de l'entreprise pour redistribuer la richesse ou revoir les statuts de gouvernance pour intégrer... Voilà. Attention les gros mots. Redistribuer les richesses. Non, mais c'est intégrer... On parle de scope ou... voilà, il y a différents modèles qui fonctionnent en fait. Et après, il y a... Petit à petit aussi, c'est sensibiliser les collaborateurs.
Et sensibiliser les collaborateurs, je pense qu'on peut difficilement les sensibiliser en leur imposant des rapports. La meilleure manière de sensibiliser quelqu'un dans une première phase, c'est de l'amener par l'action. Pour lui montrer concrètement en fait en quoi le fait d'avoir fait ce petit acte, ça permet d'amener d'engendrer de grosses conséquences dans un milieu, dans un écosystème en fait. Ça va être tout bête, hein, mais vous avez des chats, mettre une cloche à votre chat. Ça évitera une petite clochette, ça évitera qu'il prédate partout alors que c'est un animal domestique, qu'il a des croquettes chez lui et qu'il n'a pas forcément besoin de prédater. Voilà, donc ça permettra au petit chardonneret qui vient vous voir tous les matins de rester en vie. C'est des petits actes en fait, ça coûte pas cher une petite clochette. Mais, et je prends des exemples, enfin je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Il va y avoir les tri des déchets, il va y avoir peut-être mettre du compost chez soi, acheter juste ce dont on a besoin, pas plus. C'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir 10 000 jeans. Alors, il y a un côté envie, mais sur le principe, en fait, quand on regarde la pyramide de Maslow, je crois qu'on est relativement bas, en fait, on est loin du besoin primaire. Donc peut-être se recentrer sur le haut de la pyramide. Je crois que c'est le besoin d'appartenance, d'avoir plein de vêtements aujourd'hui, parce que tout le monde montre tous ses vêtements et que c'est un marqueur de réussite sociale, d'avoir plein de fringues à la mode pour que les gens nous aiment. Ouais, mais la question, c'est quel est mon impact derrière ? Oui, et puis je crois qu'on peut le bénéfice ça. Qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui, j'achète plein de jeans pour que les gens m'aiment. Quel est le rapport à ma valeur personnelle pour que j'en arrive à ça, pour qu'on m'aime, et comment ça se fait que j'ai autant besoin d'amour de personnes que je connais pas. Enfin bon, après c'est un autre sujet, là on est sur de la socio, mais... Oui, mais c'est un peu lié quand même, ouais. Parce que tu parles d'Apidae Consulting, tu parles de RSE, tu parles de sociétal, de social. Tout à l'heure tu disais, tu peux pas dire à cette typologie de dirigeante, il faut que. Donc, on déconstruit, on prend le temps, et si tu déconstruis, tu prends le temps, tu fais de la socio à un moment donné pour comprendre comment le mec ou la nana en face de toi se positionne, vu que tu peux pas faire du frontal. Et je suis d'accord, ça marche pas le frontal. Et puis c'est l'amener, hein, quand on étudie dans tous les cas les scopes, quand on étudie ces scopes, scope 1, scope 2, son impact environnemental, en fait, l'empreinte carbone, typiquement sur scope 1, scope 2, scope 3, en entreprise. Si vous voulez commencer à faire, j'avais rencontré un expert là-dessus qui nous avait dit, si vous voulez commencer à bouger les lignes, à faire bouger les lignes en entreprise, commencez pas à imposer des règles infaisables en fait, parce qu'il faut que les règles elles soient smart aussi, il faut qu'elles soient réalistes, il faut qu'elles soient faisables. Et donc ça passe par des petits détails, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 2 cafés, je vais en prendre qu'un. Au lieu de laisser ma salle de réunion allumée entre 2 rendez-vous parce que j'ai que un quart d'heure et donc voilà, j'ai la flemme d'appuyer sur l'interrupteur, je vais éteindre la lumière. C'est des petits actes qui représentent... qui sont très peu coûteux, très peu énergivores, mais qui permettent d'enclencher en fait une certaine démarche environnementale globale, écosystémique globale. Parce que je veux vraiment mettre en avant cette démarche écosystème, parce que l'impact il est à la fois environnemental mais sociétal aussi, social. Parce qu'on est tellement lié à la biodiversité qu'aujourd'hui on le voit, on urbanise, on supprime les habitats, donc derrière les espèces sauvages se retrouvent à cohabiter de plus en plus avec l'humain, et on se surprend d'être impacté par des zoonoses. Il faut peut-être se reposer les bonnes questions. Voilà, et agir peut-être autrement, différemment. Donc là, c'est un peu pareil. Hormis le côté zoonose, là pour le coup, on l'a tous vécu. Il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Pas la première, oui. Voilà. À quel point on est liés, nous, en tant qu'humains, à la biodiversité. Et avant de répondre à ça, c'est quoi ce terme de biodiversité ? Ça veut dire quoi concrètement ? Pour moi, hein, on est biodiversité. C'est quoi, c'est le vivant, la biodiversité ? C'est tout ce qui nous entoure. Okay. Tout ce qui est la vivant, faune, tout ce la qui flore. nous entoure. Oui, le vivant. La faune, la flore, et nous-mêmes, on fait partie de cette biodiversité. Et du coup, à quel point on est lié, à quel point on est dépendant aujourd'hui de cette biodiversité ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris sur ça, avec l'expérience dans l'entreprise familiale ? Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites, comme l'avion, par exemple. Les panneaux solaires, aujourd'hui, on innove de plus en plus sur les panneaux solaires. Mais en fait, les panneaux solaires, on s'est rendu compte récemment, en faisant des recherches sur la pétale de rose,
qu'on arriverait à augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques. Tout ça en s'inspirant du vivant. Donc au final, il y a quand même un lien sur nos innovations, la manière dont notre humanité se construit et évolue, et le lien qu'on peut amener avec l'environnement naturel, parce qu'on fait partie de la biodiversité, l'environnement naturel. Je pense qu'il y a beaucoup, on a beaucoup à apprendre encore, et on est liés quoi qu'il arrive. Tu fais du recensement de population avec Xerius, Non. d'espèces animales? Non, pas non. Tu t'es déjà intéressé un peu à l'évolution des populations des espèces animales? On est en lien en fait, parce que notamment nos prescripteurs, donc ceux qui collaborent avec nous sur les projets, en général ils collaborent parce que l'espèce est en déclin ou parce qu'il y a des besoins de compréhension de l'espèce bien particulières, parce que son prédateur est en déclin. Voilà. Donc des fois c'est indirect ou direct, et donc ça nous amène à savoir un peu l'évolution des espèces. Après, il y a souvent aussi, c'est très politiquement lié, et il y a souvent des effets de mode, c'est marrant, parce qu'il y a des espèces qui ressortent en fonction des périodes. Là en ce moment, on a été sur le lièvre il y a quelques temps, on est passé sur le cerf, le chevreuil, là on parle beaucoup du loup en ce moment. Il y a eu l'ours aussi, donc il y a un effet de mode aussi sur des espèces où il y a un peu plus de communication, et donc les gens en parlent plus, et derrière potentiellement ça attire plus de fonds, de financement, et donc ça finance la recherche aussi. Mais alors, Enfin, je simplifie, mais... Ouais, la manière dont tu le présentes, j'arrive pas à te dire si c'est bien ou pas bien. J'ai l'impression qu'on est sur des phénomènes de trend, là, de mode. Tiens, l'animal qu'on va sauver, la mode, c'est le loup. Et en fait, on est un peu dépendant de ces communications qui vont permettre d'orienter ou d'accélérer à un moment donné un financement ou une mise en avant du déclin. Sur certaines espèces, oui. Après, ce que je déplore, c'est que je vois par rapport à des projets que l'on a suivis à l'étranger, les projets ont une vision en général globale. Nous, il y a un projet sur lequel on a collaboré, qui avait une vision à plusieurs échelles. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va à la fois suivre les insectes, les tout petits insectes, des insectes de plus grande taille et des mammifères terrestres, et voir l'interaction en fonction du milieu entre ces différentes espèces, et potentiellement créer des algorithmes mathématiques pour créer des adaptations en fait, ou faire une mise en adaptation sur d'autres espèces. Donc ça, c'est des projets super intéressants. Et dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud et en Afrique aussi, ils travaillent avec l'interaction de l'humain en fait. Aussi. Ils intègrent l'interaction de l'humain et l'interaction entre différentes espèces. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une étude juste centrée une espèce, c'est une étude qui est vraiment globale, donc avec des financements qui sont plus importants, certes, mais c'est une étude qui est globale. Et là, c'est intéressant parce qu'on a une vision des espèces qui est vraiment qui est beaucoup plus élargie, et donc qui permet une prise de recul plus importante quant à la manière de les protéger. Okay. Bon, la manière de la protéger, ce serait de l'éloigner de l'espèce humaine, j'ai l'impression, parce que je crois qu'on est à l'origine de la majorité des extinctions aujourd'hui. Peut-être pas, parce qu'au final, on apprend plein de choses sur certaines espèces, donc peut-être qu'il y en a qui sont pas proches de nous, mais qui nous veulent du bien, ou qu'on n'a pas encore... Mais est-ce que ces espèces ont besoin qu'on apprenne des choses sur elles pour aller bien? Non, je pense pas. Ce serait aussi tout ça. Elles étaient là avant nous, et elles seront là après nous. Tout à l'heure, tu parlais de... Alors, pas de recensement de population, mais tu t'intéresses forcément un petit peu à ces sujets-là. Il y a des espèces aujourd'hui qui ne sont pas en déclin, à part l'être humain. Il y a des espèces qui sont légèrement croissantes, enfin, qui sont en augmentation, mais après, c'est à l'échelle d'un territoire. Donc la question, comme il y a des changements en fait, climatiques, j'essaie de réfléchir un petit peu par rapport aux différentes études que l'on a. Il y a certaines espèces, par exemple, qui migraient et qui allaient du nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique subsaharienne, un petit peu plus au sud, Mali, Mauritanie, Guinée, voilà.
Ces espèces-là vont plus aussi loin, ou même des fois ne migrent plus, c'est-à-dire qu'elles restent parce qu'avec les changements climatiques, elles trouvent à la fois la nourriture et à la fois elles se sentent bien en fait. Je prends l'exemple du pigeon, je prends l'exemple, le sanglier, typiquement c'est une espèce qui est loin d'être en déclin. On parle beaucoup du loup aussi en ce moment, donc c'est des espèces mais c'est à l'échelle d'un territoire, donc après est-ce qu'à l'échelle mondiale, et est-ce qu'on est sur la même espèce génétique, enfin, d'un point de vue génétique, ça je ne saurais pas dire. Mais On a l'impression, en tout cas, j'ai certainement moins de lecture que toi spécialisé sur le sujet, mais que le nombre d'espèces en déclin, il est énorme et que c'est assez difficile de trouver des espèces comme ça qui sont en abondance, si ce n'est peut-être des espèces invasives. Moi, je t'aurais dit le moustique tigre, tu vois. Clairement, oui, c'est ce genre d'espèce, mais là aussi, c'est un énorme dérèglement. c'est Tu ça. vois. Et Après, il y a la question de la connaissance aussi du nombre d'espèces, enfin des espèces, parce qu'on en découvre tout le temps. oui, c'est vrai. Donc vrai au aussi. final, c'est est-ce que on a, enfin sur les X% d'espèces que l'on connaît, est-ce qu'il y en a pas déjà qui, enfin on sait qu'il y en a qui disparaissent quasiment tous les jours, Mm. mais c'est celles qu'on connaît. Il y en a plein d'autres qu'on connaît pas. D'un point de vue physiologique pour nous, est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus importantes que les autres? C'est-à-dire par rapport à notre capacité à pouvoir survivre dans notre corps, pouvoir manger, pouvoir vivre Les au quotidien. pollinisateurs sont importants, parce que sans les pollinisateurs, et puis les pollinisateurs, on parle d'abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles dans les pollinisateurs, il y en a plein. Indirectement, les oiseaux peuvent être des pollinisateurs dans certains cas. Donc voilà. Sans pollinisateurs, plus Derrière, d'espèces humaines. il n'y a pas de croissance du végétal, mais ça c'est sur le végétal. Mais le végétal nourrit aussi l'animal, donc l'animal dont on se nourrit aussi. Donc il y a un lien. On Après, est ultra dépendant du travail de ces petits insectes-là. dans Et tous les en cas, fait, j'ai pas l'impression qu'on l'apprend, j'ai pas l'impression qu'on nous l'enseigne au quotidien ou dans les médias, alors que ça semble être un sujet vital. non, surtout. Et puis là, l'un des projets que l'on porte en fait avec Human, on porte des projets concrets. Donc le but c'est de sensibiliser en fait les collaborateurs au travers d'une entreprise, donc sensibiliser les collaborateurs sur des projets concrets à vocation RSE. Donc ça peut être des projets sociaux ou des projets environnementaux, peu importe. Les entreprises peuvent être prescriptrices. Ou derrière, nous on propose aussi des projets. Le lien est fait avec Human, on va pouvoir en parler, c'est top. Avant de te poser la question, il ne faut pas que j'oublie, pensez à noter le podcast, à vous abonner, à le partager, à faire tout ce qui permet d'améliorer sa visibilité. Et merci d'avance. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient la création de Human? Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, j'aime bien que tu puisses partager peut-être un moment, un déclic, un truc que tu dis, allez, là, il faut que je fasse ça. Et en fait, le constat était simple, c'est il y a des entreprises, des toutes petites entreprises, qui aimeraient bien porter des projets comme ça pour leurs collaborateurs. Alors, chacune a sa raison, hein. Ça peut être des raisons RH, ça peut être des raisons RSE diverses en fait. Mais souvent par manque de temps, elles n'ont pas forcément, elles s'y consacrent pas forcément. Parce que soit il faut mettre quelqu'un dédié et tout le monde est pris par sa tâche et la polyvalence des tâches. Donc c'est relativement compliqué. Donc avec Human, on s'est dit pourquoi pas justement simplifier cette démarche-là et donner accès en fait aux TPE-PME à des actions concrètes, environnementales, pour commencer déjà à les acculturer à la RSE dans une démarche à 2028-2029 et acculturer aussi les collaborateurs. Voilà. Et porter les projets, tout en mutualisant pour réduire les coûts pour l'entreprise. Donc tu vas mutualiser avec d'autres entreprises. Oui. Et toi, tu es là pour faire le lien avec ces différentes entreprises. Typiquement, un rucher de 3 ruches, ça va faire dans les 30 kg de miel par an. 30 kg de miel par an, quand vous êtes une entreprise de 5 salariés, à la fin, vous montez une épicerie fine. Parce qu'hormis d'avoir une centaine de clients ou d'avoir une grosse famille et de redistribuer les pots à toute sa famille en interne, ça fait quand même beaucoup de quantité de miel. Là, on pourrait être sollicité pour aller mettre des ruchers sur nos espaces verts.
on aurait du miel. Bon, après, il faudrait voir aussi si c'est un intérêt de mettre des abeilles là, quel type d'abeilles. C'est ça. Avant, il y a une étude qui est faite pour voir si elles se sentiraient bien, s'il y a un point d'eau à proximité, les espèces végétales. Et donc, justement, dans le projet que l'on a, on a un projet de rucher avec la mairie de la ville de Saint-Jean qui nous prête gentiment, enfin, qui nous met à disposition gentiment une parcelle de terrain. Le but, c'est d'y mettre un rucher qui soit mutualisé donc, avec plusieurs entreprises, de les sensibiliser donc, au rôle des pollinisateurs, mais de les amener petit à petit à ne pas s'arrêter qu'aux abeilles. C'est-à-dire que les pollinisateurs, c'est pas que les abeilles. Donc faire aussi de la pédagogie sur les autres espèces qui existent et les pollinisateurs au sens large. Voilà. Après, on peut faire aussi du management de la ruche. Enfin, il peut y avoir plein de choses, plein de pédagogies qui peuvent être orientées autour de l'animal et bio-inspirées, en fait, bio-inspirées par les abeilles. Et après, c'est dans cette zone, recréer une zone de végétalisation pour sensibiliser aussi aux espèces arboricoles ou de plantations en fait, qui seront favorables aux pollinisateurs et aux différents types de pollinisateurs. Là, on est sur un projet spécifique ou c'est des projets que tu vas dupliquer et tu vas te focus sur les abeilles, les pollinisateurs avec Human. C'est un projet spécifique mais qu'on peut dupliquer, Okay. Parce que qui est duplicable. L'idée de Human, c'est de proposer à des entreprises qui ont envie d'agir, comme tu disais, sur la nature et l'environnement, un coup de pouce, les aider à aller peut-être un peu plus loin, leur amener des compétences, mutualiser avec d'autres entreprises, c'est ça. Donc, toi, comment Human vit là-dedans? Comment tu finances Human par rapport à ça? Ouais. Comment ça fonctionne? Tu es sollicité par des entreprises, tu vas frapper aux portes des entreprises en disant voilà, je suis là, aidez-moi. D'ailleurs, est-ce que tu es seul dans Human? Bon, plein de questions là, je te laisse répondre. Alors, dans Human, on est 4 membres fondateurs. Et après, on va à la fois solliciter et à la fois par bouche à oreille, en fait. C'est-à-dire que dans nos écosystèmes, les 4 fondateurs ont des écosystèmes différents. En fait, moi, c'est plus le monde de l'industrie, de l'export, spatial, défense. Mais je connais des personnes enfin, les autres fondateurs, il y en a un qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, qui est une SCOP, qui est labellisé, certifié, donc déjà très intégré RSE. Enfin, pour lui, il se balade sur ce sujet-là. On a une comptable, en fait, elle qui amène plutôt son regard performance extra-financière, en fait, qui est intéressante aussi pour une entreprise. Et après, on a quelqu'un qui est issu du milieu du BTP. Donc là aussi, il y a des sujets, parce que dans le domaine de la construction, il y a des sujets aussi RSE qui sont importants. Et donc à nous 4, on regroupe en fait tout cet écosystème. Alors, il y en a d'autres, hein, mais on regroupe un écosystème en fait d'entrepreneurs derrière qui peuvent être adhérents et participer au projet. Sachant qu'au niveau de l'association, on a une adhésion de base qui permet à l'association de vivre pour rembourser en fait les frais de vie de l'association. Et après, derrière, on a la cotisation au projet. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous adhérez, on propose, est-ce que vous voulez juste adhérer et avoir accès à l'annuaire en fait, de l'association, ou est-ce que vous voulez aller plus loin et mettre en place un projet? Nous, on propose des projets et on accompagne sur ces projets, que l'on mutualise. L'annuaire de l'association, c'est tous ceux qui ont cotisé et qui pourraient avoir des convictions communes avec nous, ou c'est aussi des professionnels qui peuvent aider sur des thématiques précises? Ouais, en fait, dans l'annuaire, il y a plusieurs choses. Alors, c'est un annuaire qui est en cours de construction, mais ce que l'on veut, c'est à la fois donc, les entreprises qui sont actrices au niveau de la RSE, qui ont commencé à avoir une démarche RSE. Okay. Après, les ressources qui sont disponibles, ressources et outils. Le but, c'est de vraiment qu'au sein de cet annuaire, en fait, l'entreprise puisse retrouver un écosystème varié. À la fois des ressources pour pouvoir mettre en place des choses, et à la fois des pairs avec qui elle pourra échanger pour améliorer certaines choses ou juste faire un échange de bonnes pratiques. On est en lien avec un autre groupement d'entreprises qui est sur Montpellier, donc on reste occitan, mais on a des contacts aussi sur Paris. Et le but, c'est de créer, en fait, de mutualiser en fait, tous ces... Parce qu'il y a plein d'annuaires qui sont faits à droite à gauche, en fait, et pourquoi pas mutualiser? Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette démarche. On s'en rend compte dans pas mal de domaines, notamment celui de la finance durable, où tu as plein d'ONG, tu as plein d'assos qui créent tous leur référentiel finance durable. Tu te dis, à un moment donné, il faut qu'on se mette tous autour d'une table et on mutualise. C'est ça. Tu as raison.
Et en plus, ça sera beaucoup plus compréhensible parce qu'au final, entre la directive qui est imbuvable et alors, il faut être juriste pour la lire. Je l'ai lu. Je l'ai lu en 3 fois et ça m'a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps parce que c'est long, c'est très long. Mais entre la directive, tout ce que l'on lit à droite, à gauche, les lectures RSE qui sont très orientées environnement, les lectures RSE qui sont très orientées sociales, on a du mal en fait. Je me mets à la place d'une entreprise et s'y perd. Par où je commence? Oui, il faut avoir le temps de lire tout ça. Voilà, par où je commence, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est ma priorité? Et derrière, on a des collaborateurs qu'il faut payer à la fin du mois, on a des commandes qu'il faut honorer avec de la production. Enfin, ça c'est pour ceux qui sont dans la prod, mais dans les services c'est pareil, on a aussi de la production dans les services, mine de rien. Donc, c'est un peu compliqué, on le dit, hein. Un chef d'entreprise, il doit trouver le juste équilibre entre je démarche, je produis et je facture. Et là, maintenant, on lui rajoute en plus, ça, donc il voit ça comme un ajout, en fait, une contrainte, alors que je pense qu'il faut peut-être l'amener différemment, parce que c'est important, lui faire prendre conscience de cette importance. Et dans l'opérationnel, une structure, peu importe laquelle, on peut t'appeler et dire voilà, nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose pour la biodiversité, ça va très très mal se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et là, tu viens, il y a un modèle économique, c'est du bénévolat, comment ça peut fonctionner? C'est du bénévolat aujourd'hui. Après, si on rentre plus dans des stratégies conseils ou autres, là, forcément, l'accompagnement est plus poussé. Donc, mais ça reste Human qui continue d'accompagner ou là tu reprends une casquette Happy Day? Là, je prendrai la casquette Happy Day. Ok, super. Happy Day, pour la petite histoire, Happy Day, c'est pas un nom que j'ai choisi par hasard. Happy Day, c'est la famille des abeilles. Oui. C'est le nom latin de la famille des abeilles. Parce que ma tagline, c'est « Je pollinise de mon expérience ». Donc, je voulais vraiment apporter ce côté environnement, aussi international, parce que le latin, tout le monde... un scientifique américain, il va dire le nom de l'espèce en latin. Voilà, ils parlent tous en latin. Voilà. Tu restes à l'international, c'est important. Je m'ouvre, je me laisse pas de... Et puis consulting, c'est anglais. Consulting, c'est anglais. Bon, après, puis les conseils, on comprend aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quoi la suite pour Human? Comment tu imagines que ça va évoluer? Et puis peut-être si on dézoome un petit peu par rapport à ta vision des choses sur la biodiversité, l'évolution des entreprises. À ton avis, à quoi ça peut ressembler dans quelques années, le monde de la biodiversité, enfin l'intégration de la biodiversité dans les entreprises? C'est plus ça qu'il faudrait essayer de voir. En fait, je pense, ce que j'aimerais, aujourd'hui on parle beaucoup d'empreinte carbone, calcul de son empreinte carbone, mise en place de ruchers en entreprise. C'est aller au-delà de ça, en fait. Il y a des certifications qui sont mises en place, Diag Biodiversité, il y a des certifications AFNOR aussi. Mais pour les entreprises? Pour les entreprises, oui. On peut demander un diagnostic de l'AFNOR pour voir si on a un comportement respectueux du vivant. Alors l'AFNOR, c'est un autodiagnostic et un audit. Enfin, il y a les deux. C'est peut-être un début, voilà, ça peut être... Après, il y a l'ISO 26000, que tout le monde connaît dans le secteur de la RSE. Mais il y a plein de labels. Bon, après, on peut s'y perdre facilement aussi, entre les différents labels, et certifications, et consortiums, et accords, et actes, Climate Act, Act for Nature, enfin... Ça reste des initiatives qui sont pertinentes. Ça ne doit pas être un élément qui empêche d'agir aussi les entreprises. À un moment donné, on peut aussi contacter Human sans être ISO, sans être B Corp, sans être ceci, etc. Ouais. Donc il ne faut pas s'empêcher d'agir pour tout ça. Ça, c'est nous, Human, on est interdépendants des entreprises. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle. Il me semble important de voir comment les entreprises ont évolué. Aujourd'hui, on est sur ce principe-là. Après, à terme, ce que je souhaiterais, et ce qui serait pour moi légitime, c'est d'intensifier en fait nos efforts sur la connaissance des espèces. La connaissance des espèces et intensifier aussi la recherche sur le biomimétisme. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites en poussant sur le biomimétisme. Je prenais l'exemple des pétales de rose tout à l'heure, mais il y a eu la start-up Voodoo qui avait développé, elle extrait en fait la ligne du bois, elle y réinjecte de la résine et ça fait un matériau qui est un peu transparent, en fait, translucide, qui est très joli et qui est... il
inifugé, enfin plus inifugé que le bois en tant que tel, sachant que le bois n'est pas non plus... on pense que ça sert aux incendies, mais c'est pas le cas. Et elle utilise la lignine, elle la recycle en biocarburant derrière. Donc il y a toute une chaîne en fait. Oui, Et j'utilise les ressources présentes pour répondre à des besoins. c'est ça. Le mimétisme, il y a... Le scratch, c'est du biomimétisme. C'est On Olivier l'utilise tous les Amand, je crois, jours. qui parlait d'une start-up qui a pris des pellicules d'oignons Ouais. et en fait ça isole du son. Et donc on peut le mettre par exemple dans les téléphones, ça, alors qu'aujourd'hui ce qu'on utilise pour isoler le son c'est des tonnes de matériaux rares, etc. Donc en fait on a tout ce qu'il faut dans la nature et l'idée c'est comment on va s'inspirer plus du vivant, mais peut-être aussi s'inspirer du respect que le vivant a pour le vivant, bon, si on nous met de côté, dans le développement. Toi tu imagines améliorer la connaissance des espèces en améliorant des formations, en étant régulièrement en contact des entreprises pour dire ouais, prenez-le en compte, ça va être indispensable demain. Non, la connaissance des espèces, c'est plus soutenir les scientifiques. Okay. Et peut-être avoir plus de visibilité sur les scientifiques aussi, sur la communauté et ce qui est fait. Pour la petite anecdote, je connais quelqu'un, un scientifique assez marrant, aux Seychelles, enfin dans l'archipel des Seychelles, qui, quelques semaines de l'année, part sur une île en mode Robinson Crusoe pour observer les frégates du Pacifique et les fous à pieds bleus, pour comprendre le comportement. Derrière, il a fait des suivis de migration justement pour voir l'impact de la pêche sur le comportement de nourrissage de l'espèce. Donc il y a aussi un impact, la pêche c'est ce qui nous nourrit, on parle de pêche responsable, donc ça a un lien en fait avec ce qui nous entoure. Et ça, on n'entend pas parler de ce scientifique qui est resté... alors que c'est... je trouve que c'est un don, c'est un don incroyable ce qu'il fait. Ça amène de la connaissance et puis il donne de son temps. Il est passionné, mais il prend le temps d'étudier, d'améliorer les connaissances et de les partager. Mais souvent, alors il y a des scientifiques qui communiquent bien et qui justement relaient leur communication, les rendent un peu plus accessibles et font qu'on en entend plus parler. Mais il y en a plein qui ont des pépites dans leurs mains. Mais c'est tellement très complexe à comprendre et très complexe à lire que souvent on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que la publication elle reste dans le domaine scientifique, ils en parlent entre eux, mais c'est pas ouvert. Elle n'est pas ouvert pour tous les publics. Non, pas forcément. Okay. Ça, c'est de l'amélioration à ce niveau-là. Ils n'ont pas forcément de cours de com en école. Question peut-être très bateau, mais qu'est-ce qui va se passer là si on continue à ne pas tenir compte et à ne pas comprendre les espèces ou à ne pas intégrer la biodiversité dans nos modèles actuels? On va faire des erreurs. On n'en fait pas déjà? Si, ça fait paquet, j'ai le sentiment. Si, mais on en fera de plus en plus. On en a eu fait, notamment en Australie, on a réintroduit un lapin sans se poser de questions. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ce lapin a été prédateur numéro 1 d'une espèce endémique qui a tué, qui a décimé quasiment toute la population. Ouais, et le problème, c'est que avec la... sorciers, des fois, un peu. Des fois un peu. Alors, pas tout le temps, non, parce que je suis persuadée que celles qui le font sont convaincues qu'elles font la bonne chose et qu'elles le font pas avec une malveillance voulue. Mais je suis pas sûre que les connaissances soient à 100% là avant de faire de tels actes dans certains cas. Donc, il y a une association avec qui j'avais échangé, de mémoire, s'appelle les Fous du Bois. Je suis pas sûr si c'est bien le terme, désolé si jamais ils écoutent, qui accompagnent pour le coup bénévolement des particuliers qui ont envie de mettre en place dans leur jardin, par exemple, des pollinisateurs, des végétaux. Et il avait fait une intervention passionnante sur comment en fait on est en train de détruire l'écosystème et comment on est en train de détruire les végétaux en ramenant des végétaux qui n'ont rien à faire ici. Il donnait l'exemple des gens qui mettaient des palmiers devant chez eux. On est tous super contents, on dit regardez on a planté un arbre, etc. Et en fait cet arbre n'a rien à faire ici.
Donc les espèces, les centaines de milliers d'espèces dont tu parles, qu'on ne voit pas forcément, ne peuvent pas se nourrir de cet arbre-là. Donc ça détruit tout ce qu'il y a autour et c'est un carnage écologique. Alors qu'en fait, on est là à se dire, et ça rejoint ce côté, on fait des choses mais on ne comprend pas les espèces. C'est génial, j'ai planté un arbre chez moi, regardez, c'est vert. Même il parlait des gens qui mettaient des fois des ruches dans leur jardin. Et ils disaient, mais alors cette ruche-là, elle va tuer les abeilles solitaires. Et en fait, elle va rien amener, cette ruche, au niveau biodiversité. Donc même là, quand on aurait l'espoir de faire un truc avec une bonne intentionnalité, il faut demander un conseil, parce que ça peut être tout l'opposé de ce qu'on a envie de faire. Là, justement, c'est intéressant parce que sur la parcelle où on veut mettre les ruches, il y a justement de la présence d'abeilles sauvages. Donc on a contacté le muséum d'histoire naturelle pour justement questionner sur l'impact entre espèces sauvages, abeilles sauvages et abeilles domestiques. Et après, là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est à trouver quelqu'un qui puisse me végétaliser en mettant des espèces durables dans le temps avec une plurifloralité. Parce que l'abeille, elle se nourrit, il y a une période d'hibernation, mais elle a besoin d'avoir un bol alimentaire qui soit constant dans l'année. Et donc, il faut que je fasse en sorte que dans le massif floral qu'on va mettre, il y ait une présence de ce bol, il y ait la présence de ce bol alimentaire dans... Voilà, surtout, elle ne va pas faire 10 km pour s'alimenter, une abeille. Elle va faire maximum 2 km, je crois, pour ce qu'on nous avait dit. Donc ça, c'était important. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui avait cette expertise, justement. Donc c'est une association qui a Toulouse, qui s'appelle Paysage d'antan, Paysage et Arbres d'antan, et qui travaille pas mal avec les municipalités et qui justement amène ce conseil, en fait, cette expertise d'arbustes robustes, à la fois robustes et à la fois qui répondent à un besoin bien spécifique à un endroit donné. Donc moi j'aurais passé un peu mon cahier des charges et ils m'ont dit là il faudrait mettre tel type de haie, tel ça, fait de telle manière. Je lui ai dit écoutez, quand est-ce qu'on pourrait planter? Est-ce qu'on pourrait planter en printemps? Ils m'ont dit on peut, mais il est préférable de planter en automne parce que vous allez moins arroser, toute la partie racinaire en fait sera beaucoup mieux ancrée. Donc au final, ça s'inscrira mieux dans le temps. Donc je préfère moi dire aux adhérents, on attend 3 mois, mais au moins le projet est robuste et voilà, plutôt que dire non, on lance le projet et puis on va mettre des palmiers partout et puis vous pourrez vous gargariser de dire que vous avez planté des arbres. Hein, voilà. Non, mais c'est pas le but. C'est important que tu le rappelles. Ça s'appelle du greenwashing. Mais je sais même pas si c'est du greenwashing parce que là je crois que enfin, pour l'exemple et les quelques fois où je l'ai vu, c'est des gens qui le font avec une bonne intentionnalité, mais après c'est dommage que là pour le coup on a embarqué des gens qui ont envie d'agir, ils font en croyant bien faire, parce qu'il y a cette croyance populaire aussi qui est relayée un peu n'importe comment, en disant faut planter des arbres à tel et tel endroit, c'est très bien, mais ça va bien au-delà de ça. Et donc, ils se retrouvent en fait à peut-être des fois retour à la case départ, voire même ancrés dans leur case départ. Parce que j'ai essayé, on m'a dit que c'était pas bien, je vais arrêter de faire. C'est pour ça que je pense que les scientifiques ou les personnes qui décident de réimplanter des espèces ou d'éradiquer certaines espèces, elles le font pas avec malveillance et elles le font pas avec une volonté propre de vouloir tuer en fait ou juste importer. Je pense que voilà, c'est donc mettre un petit peu plus, faire plus attention et peut-être avoir une connaissance plus globale parce que souvent cette connaissance assez restreinte, on l'a parce qu'on connaît que les espèces qui sont publiques, connues, populaires, popularisées. Et les espèces qui le sont moins, elles sont un peu laissées de côté parce que c'est moins sexy. Donc, qui veut dire moins sexy, peut-être moins de financement. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour cette fin d'échange? Il faut écouter la nature qui vous entoure. Ouvrez les yeux, en fait, et inspirez-vous de cette nature. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et si je devais faire un peu le parallèle, il y a un très beau film qui s'appelle Auguste Rush. Alors, c'est sur la musique, donc c'est pas du tout lié. Mais au tout début du film, en fait, il entend cette musique de la nature et ça l'inspire et ça le fait créer, en fait, composer, créer. Et je pense que dans l'environnement de nos entreprises, en fait, on peut s'inspirer de cette nature pour aussi produire, composer, créer. Et donc, on a encore du chemin à faire sur la recherche, sur le biomimétisme, sur la connaissance des espèces. Donc, observez, vous verrez.
En ouvrant les yeux, vous rendrez compte que la petite tourterelle que vous avez chez vous, qui vous embête parce qu'elle fait caca sur votre terrasse ou Dieu sait quoi, et ben en fait, cette petite tourterelle, elle a des habitudes. Vous verrez qu'à telle heure, elle a des habitudes en fonction du cycle journalier. Et donc, c'est intéressant. Et peut-être des fois, même sur certaines espèces, ils sont plus routiniers que nous. Donc, ça peut être Ok, ça peut être très drôle même. Voilà. super. Faut juste ouvrir les yeux.